s'est dit que ça serait intime, plus intime que prévu. Écoutez, on est là ensemble réunis aujourd'hui pour vous présenter ce que l'on fait depuis 2007. On travaille sur une nouvelle box. Bon, alors Xavier Niel, on va commencer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de répondre aux questions de la chaîne Techno. Merci à la chaîne Techno de s'intéresser à nous. Free fait sa révolution, une fois de plus. Enfin, ça s'appelle révolution en tout cas. Bon, alors, dans les grandes lignes, les caractéristiques de cette nouvelle Freebox V6. Vous avez 1 heure devant vous, Jérôme ? Oui. Si on a 1 heure, on y va, on commence. Non, en fait, en 2007, on a des générations de box qui durent 4 à 5 ans. Et en 2006, à partir de 2006, et on s'y est mis en début 2007, on s'est posé la question, qu'est-ce que l'on va faire dans cette box ? Qu'est-ce qu'on est capable d'inventer ? Est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose ? Et puis, quand on fabrique des box, on les fabrique pour des générations de 5 ans. Donc, il faut essayer d'imaginer comment nos usages vont évoluer sur 5 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu qu'on avait inventé un truc, mais qui était une erreur. C'est-à-dire que précédemment, par exemple, on avait mis le disque dur dans la box TV, et c'était une erreur parce que le disque dur, il doit être partagé entre tous les équipements du foyer. Ça permet d'inventer des tonnes d'applications. Donc, on a pris le disque dur qui était dans la box télé, on l'a mis dans la box réseau, que l'on appelle la box serveur. Et puis après, on s'est posé d'autres questions. Si on met un disque, autant mettre un disque significatif en termes de volume. Et si on met un disque gros, il y a quelque chose qui émerge sur le marché et qui marche, qui sont les NAS, les serveurs attachés. Dans ce cas-là, transformons ce disque en NAS. Et puis après, tout part de manière complètement logique. Donc on s'aperçoit aussi, par exemple, que cet équipement est très utilisé chez les gens, la box réseau, pour voir l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On améliore la qualité de l'heure, on met un écran, on s'aperçoit que c'est un équipement sur lequel on peut faire plus de support. Donc on met des touches tactiles, des menus, on met un écran avancé. Mais tout devient complètement logique. Et puis de l'autre côté, on fait un player, on va chercher un processeur Intel x86, donc un processeur puissant. Et puis autour de ça, puisqu'on a beaucoup de puissance, on invente la totalité des applications. Et on se dit, mais on est là pour simplifier les usages. Si on est là pour simplifier les usages, il y a des choses qu'il faut qu'on enlève. Donc dans notre foyer, par exemple, on a un lecteur Blu-ray, ou un lecteur CD, ou un lecteur DVD. Pas souvent Blu-ray parce que c'est trop cher, mais souvent un lecteur CD ou un lecteur DVD. Eh bien, travaillons et intégrons un lecteur Blu-ray dans la box télé. Mais alors, comme d'habitude chez Free, c'est comme on a des telles volumétries, on devient le premier acheteur européen, voire mondial de Blu-ray, parce qu'on achète des centaines de milliers de pièces, on commit des millions de pièces. Et globalement, on bouleverse le marché du Blu-ray, mais il ne faut pas que ça se voit. Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Donc on les commande avec des faux noms. Mais quand on a des faux noms, les gens se disent « mais pourquoi vous en commandez autant ?» Donc on a toutes les difficultés qui fait que on croit toujours qu'on va être prêt avant et qu'à la fin, ça devient complexe. Et puis au bout, on a un produit sympathique qui est prêt. On le cache à l'étranger pour pas qu'il y en ait en France et qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis maintenant, on ramène tout ça en France pour le lancer aujourd'hui. C'est dur la culture du secret. Vous n'auriez pas emprunté ça à Apple ? Une présentation Free, aujourd'hui, ça ressemble de plus en plus à une présentation Apple. Vous cultivez la copie ou c'est eux qui vous ont copié ? Ah ouais, Apple nous a tout copié. Je suis vraiment d'accord avec vous. Apple nous copie nos secrets, c'est-à-dire que historiquement, depuis toujours, vous regardez, on pratique le secret dans nos lancements. On fait des présentations pour la totalité de nos produits. On fait des lancements prestigieux. Et je vois qu'Apple nous copie d'un bout à l'autre. Je vous dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai une chemise blanche. Ma compréhension, c'est qu'ils ont encore des chemises noires, mais à la vitesse où ça va, je suis assez inquiet. Donc dès que Steve Jobs passe du noir au blanc, il faudra pas se demander d'où ça vient. Ça ne m'étonnerait pas. Vous souhaitez une box esthétique, vous souhaitez que l'on soit innovant aussi là-dessus. Et puis... Alors une Freebox V6 designée par Philippe Stark. Alors Philippe, d'entrée, on s'est posé d'autres questions qui étaient de dire jusqu'à présent, on avait fait tous des choses pas toujours très haut de gamme. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire des produits de masse et on ne mettait pas un tout petit peu d'argent pour améliorer tant le design, tant l'esthétique du produit que son packaging. Et qu'est-ce que l'on a décidé de faire là ? C'est de se dire, ok, on fait la révolution. La révolution, c'est tout changer et faire table rase du passé. Faire table rase du passé, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nos compétiteurs copient ce que nous faisons, mais nous, on a pour devoir et pour mission de faire avancer le marché. Donc vous avez les inventeurs et les copieurs. Nous, on se situe dans le rôle d'inventeur. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire refaire le packaging, mais aussi refaire la totalité du produit. Et donc dès 2008, on a travaillé avec Philippe Stark,
pour qui c'était un produit techno, qui est un produit original, et on s'est éclaté vraiment avec lui. On lui a fait faire 3700 modifs sur des tonnes de choses. Mais par exemple, plutôt que de faire une grille pour l'aération de l'équipement, on met de l'écriture et sur la box qui est en fait une aération. Et donc, c'est d'essayer d'imaginer la totalité des choses que l'on peut faire. Et l'endroit où on a le plus travaillé, c'est la télécommande. Pour faire une télécommande dans laquelle on met un gyroscope et un accéléromètre, mais cette télécommande dans une matière très plaisante, à la fois très simple et des touches vraiment utiles et non plus des touches inutiles. Donc, réduire le nombre de touches. Mais encore une fois, cette volonté de simplifier et donc de révolutionner le produit. Par contre, pour l'interface, vous n'êtes pas passé à la 3D, contrairement à vos petits camarades de SFR 9 récemment. Parce que qu'est-ce qu'on a ? On a une puissance colossale, je pense 3 à 4 fois supérieure au truc que vous évoquez là. Et cette surpuissance, globalement, au début, on s'est dit on va faire la 3D. Le seul problème, c'est que s'il s'agit de faire de la 3D pour impressionner les filles, c'est bien, mais au bout, on s'aperçoit qu'à l'usage, c'est moins bon. Et comment on a découvert ça ? On a travaillé avec des ergonomes, c'est une vraie nouveauté chez nous. On a travaillé avec des ergonomes sur la totalité des interfaces. Et les ergonomes nous ont dit, écoutez, moi sur mon iPhone, je suis en 2D, il y a la puissance pour faire de la 3D. Et la 3D, pour ce type de présentation, ne permet pas d'aller au bout et d'inventer des choses et de faire des choses. Donc on est parti sur quelque chose d'au contraire très linéaire, très simplifié, alors qu'on a le plus gros processeur 3D de n'importe quelle box du marché et que faire de la 3D pour faire de la 3D, ça ne posait pas de problème. Alors justement, avec ce processeur, vous faites du jeu vidéo en tout cas. Alors on a travaillé, en fait, donc on a tout un écosystème que l'on appelle le Free Store et la Free Factory, qui sont des SDK où on peut programmer dans un grand nombre de langages. Mais par exemple, dans le cadre de Gameloft, c'est du C et des couches un peu plus bas niveau. Ça leur a permis de porter un certain nombre de leurs jeux, et ce qui nous donne des jeux qui ont une qualité supérieure à celle de la Wii. On n'est pas au niveau de la PS3, on manque encore un peu de processeur, mais on va y travailler. Mais globalement, on a une qualité de jeu parfaite, fluide, avec des jeux où on a 60 frames par seconde, des jeux monojoueurs et multijoueurs. Alors si on parle un petit peu du prix, bon, vous affichez 29,99 histoire de dire que le prix ne change pas. C'est le prix de 2002. Depuis 2002, on était en dégroupage partiel à 29,99. On reste à 29,99. On n'a rien changé depuis 2002 quand la baguette de pain a augmenté de 23%, le ticket de métro de 26% et l'abonnement France Télécom, sauf erreur de ma part, de 27%. Donc c'est vous dire à quel point nous sommes fous. C'était pas votre question, j'ai l'impression. Certes. Alors, vous annoncez en façade 29,90 €. 9, c'est bien. Mais il y a un petit plus quand même. C'est-à-dire que vous avez extrait le dégroupage. Le dégroupage. Alors, le dégroupage, ça veut dire quoi, ça, total. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait deux éléments. Il y avait un élément qui était cher à produire, qui était le dégroupage total. C'est la ligne France Télécom que vous pouvez acheter séparée de l'abonnement aujourd'hui à 16 €. Cette chose-là était chère à produire. Et on avait deux solutions. Soit se dire de manière linéaire, on augmente tout le monde, ce qui n'est pas une bonne idée, parce qu'on rajoute des choses, notamment les appels illimités vers les mobiles, qui sont vraiment révolutionnaires, mais qui ont un vrai coût de production. On va en parler. Donc à partir de ce moment-là, on se dit comment on peut réussir à faire ça et comment on peut réussir à monter ça ? Eh bien, il faut qu'on ait une différence de prix entre les gens qui sont en dégroupage total et les gens qui sont en dégroupage partiel et qui payent par ailleurs leur ligne. Et donc, ce que nous aurions peut-être dû faire dès l'origine, ce qui nous avait d'ailleurs été reproché par nos petits camarades, mais tant pis, c'est de sortir ce prix du dégroupage total et de le vendre 6 €, alors qu'il coûte 5,99 €, alors qu'il coûte ailleurs 16 €. Mais alors, qui va payer quoi ? Normalement, vous avez une offre à 29,99 €, mais si vous êtes en dégroupage total, vous aurez une option à 5,99 €. Et là, on se rapproche plus de 40 € presque. Alors moi, 29,99 plus 5,99, on est loin de 40 €, Jérôme. Je vous rappelle que... Et l'augmentation de la TVA. Je vous donne un premier sujet, le premier point là-dessus qui me paraît important, c'est que des offres inférieures aux US, on va commencer par des proches de nous. En Belgique, c'est plus de 100 €, et une offre inférieure à la V5, c'est plus de 120 €. Non, mais on sait qu'on est très en avance en France, mais vous nous avez habitués à du caviar. Mais c'est pour ça qu'on vous met du caviar. Si vous nous mettez des nouilles à la place, on vous met du Blu-ray, des jeux vidéo, un processeur puissant. On vous rajoute des tonnes de choses volontairement et délibérément pour toujours 29,99 € quand vous êtes en dégroupage partiel, c'est-à-dire l'offre historique de 2002. Et la hausse de la TVA qui risque de vous tomber dessus ? On l'appliquera l'euro comme on l'a toujours dit, et on espère encore que le texte ne sera pas promulgué. Je vous avouerai qu'on a peu de chance. Bon, il y a ça, puis il y a d'autres taxes que vous avez raillées ce matin. Vous estimez que vous êtes un peu la vache à lait aujourd'hui, les fournisseurs d'accès ? On estime qu'on est le taxé permanent, c'est-à-dire que vous avez un problème, n'importe quoi, on va taxer les fournisseurs d'accès à Internet. Vous avez raison, ça a de la croissance et ça marche en France. Donc globalement, on a toute une industrie. On peut faire un autre. On a on peut le comparer comme ça. On a des trains à vapeur. Et puis on va mettre des taxes sur le TGV pour subventionner les trains à vapeur. Et donc en France, on a une habitude à surtaxer les locaux, puis y compris les internationaux qui sont là, hein, mais on essaye de les taxer, on a plus de mal. Mais globalement, donc, on va créer des taxes sans fin. La totalité de ces taxes que l'on a
aurait pu permettre sur la période de faire baisser le prix de 29,99. Et globalement, ou alors d'augmenter nos profits, mais c'est même pas notre besoin. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut arrêter ces taxes permanentes. C'est 1 euro, 2 euros par abonnement par an, sans fin, depuis 2004. Il faut que ça s'arrête, parce que sinon, il y a un moment, on va devenir le pays qui sera le plus cher. Mais non pas tant parce que les acteurs du marché sont bons ou mauvais, bons dans leurs résultats et mauvais dans leur offre aux consommateurs, mais parce qu'on se sera vu tellement surtaxé qu'à un moment, on n'y arrivera plus. Et ça, il faut que ça s'arrête. Alors, si on parlait un petit peu des mobiles, donc vous allez proposer les appels gratuits, illimités vers tous les mobiles à partir de la box. Comment vous faites ça ? Eh bien, on fait une prière, on espère que vous n'allez pas téléphoner. Non, je plaisante. Non, on avait un problème de base qui est de se dire, vous avez en France, on vient de l'évoquer, l'Internet au débit le moins cher au monde et la téléphonie mobile la plus chère au monde. Et à partir de l'instant où on a dit ça, on se dit, il y a un problème. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les opérateurs mobiles alternatifs ne sont pas tellement légitimes sur cette activité-là et perdent de l'argent sur l'activité au débit. C'est-à-dire Bouygues SFR ne gagne pas d'argent sur l'activité au débit. France Télécom, lui, agit de manière régulière, gagne de l'argent, fait du profit, et c'est une société qui ne fait pas du dumping de l'un par l'autre. Par contre, Bouygues et SFR subventionnent l'absence de profit de leur activité ADSL par des surmarges sur le mobile. On s'est dit qu'il fallait que ça s'arrête. Parce qu'au bout, c'est nous qui payons. Ça ne sert à rien qu'on continue de se battre à faire les prix du haut débit les plus faibles, juste pour engraisser quelques-uns de nos concurrents. Donc à partir de ce moment-là, on se dit comment, dès aujourd'hui, on arrive à mettre la pression sur ces opérateurs mobiles. Donc on a obtenu une licence mobile, on déploie, le déploiement se passe bien, mais ça va arriver début 2012. On se reverra à ce moment-là, j'espère. Mais avant début 2012, comment on fait la révolution ? Comment on commence à mettre le bordel ? Et puis il y a quand même une grande chose, c'est que nous on est les inventeurs et eux sont les copieurs. Donc on espère qu'ils vont venir nous copier en plus. On espère toujours que nos innovations ou tout ce que l'on invente soit distribué au plus grand nombre. C'est vraiment un élément sincère de notre part. Quand on est copié, on adore. On est copié depuis le premier jour sur le nom, sur le reste, mais on adore. Et on s'est dit, mais comment on est capable de mettre le bordel tout de suite là-dedans. Et pour mettre le bordel là-dedans tout de suite, eh bien on s'est dit le meilleur moyen, c'est soudainement de montrer à quel point c'est peu cher de produire des appels mobiles. Et aujourd'hui, à quel point ils s'engraissent sur notre dos. Et à partir du moment où on s'est dit ça, eh bien très naturellement, on intègre les appels illimités depuis votre Freebox. Et à partir du moment où on fait ça, on vous dit autre chose, on vous dit vous pouvez commencer à faire des économies tout de suite. Aujourd'hui, vous réduisez d'1 heure votre forfait chez un opérateur mobile, vous gagnez 120 € par an. Vous me parliez de quelques euros tout à l'heure, mais attendez, 1 heure de réduction de mon forfait mobile, c'est 120 € d'économie annuelle. Je ne vous parle pas, aujourd'hui les forfaits illimités chez les opérateurs mobiles sont autour de 100 €. Et voilà, il faut que maintenant, on sait qu'à 29,99, on sait faire des forfaits illimités mobiles. Si le message n'est pas clair, j'espère qu'il le deviendra très rapidement. Donc nous, on espère que nos totalités de nos concurrents vont venir là-dessus. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on pense que c'est un besoin pour le marché. Bon, Xavier Niel, votre box, vous la baptisez Révolution. Vous dites aux gens que vous allez leur faire gagner de l'argent. C'est pas un peu démagogique tout ça ? Si c'est vrai, c'est pas démagogique. Or, c'est vrai. Pourquoi c'est une révolution ? Parce que on modifie, parce qu'on réfléchit, on ne se contente pas de copier. On a un compétiteur qui a sorti une nouvelle box il y a 3 semaines. C'est l'équivalent de notre box de 2006. S'il y a une différence, elle est 5 € plus chère. Mais si vous voulez, vous n'avez pas de différence. Vous êtes là pour inventer les choses. Et si on n'est pas capable de les inventer, on n'a plus d'évolution. Donc, on a des copieurs. Nous, on est les inventeurs. Et on est très fiers de ce rôle. On aimerait bien qu'il y ait d'autres inventeurs parce que quand il y a d'autres inventeurs sur le marché, on devient encore meilleur. Malheureusement, nos concurrents en France ne sont pas capables d'inventer. Le seul qui est capable de bouger, le seul qui est un peu différenciant là-dessus, c'est France Télécom. C'est vous dire à quel point les autres sont mauvais. C'est-à-dire que France Télécom, qui est notre opérateur historique, c'est le seul au moins à se poser des questions sur comment seront les usages de demain, ce qu'on ne retrouve pas chez les autres. C'est une aberration. France Télécom qui dit qu'en 2012, lorsque vous allez lancer le mobile, il ne faut pas s'attendre, pour le coup, il ne faut pas s'attendre à une révolution et que vous allez accoucher d'une souris. Vous avez entièrement raison. Il ne faut pas attendre 2012 pour cette révolution. Et Stéphane Richard a vraiment raison là-dessus, puisqu'on l'a fait tout de suite. La révolution mobile, on commence tout de suite. Il a vraiment raison, Stéphane. On est allé plus vite, et son propos était prémonitoire, on est allé plus vite que prévu. Donc c'est pas en 2012 qu'on fera la révolution, et les déceptions n'auront pas lieu en 2012, puisque tout sera déjà connu. Merci Xavier Niel. Merci Jérôme, à bientôt. Je vais juste faire un petit essai micro. Ouais. Xavier Niel, bonjour. Bonjour Jérôme. 3, 4, 5, oui, ça donne quoi ?